Merci beaucoup. Merci à tous pour la qualité de vos interventions. Je vais appeler les personnes du workshop 4. Donc, Madame Corinne Lepage, Madame Cécile Bellor, Maître Renaud Laïtette et Madame Marta García Pérez, et ainsi que la modératrice qui est Antilla Torres. Merci à tous. Bonjour à tous, je profite de cette petite entracte pour saluer les étudiants de la faculté de Poitiers qui nous regardent en streaming et qu'on salue également pour remercier les interprètes qui sont là depuis ce matin à votre service et à notre service pour faciliter cette conférence bilingue. Donc merci de votre présence et merci également aux intervenants. Nous avons parlé de règles internationales il y a peu avec M. Rousseau, les îles hybrides, mais également de responsabilité qui va être le thème phare de notre dernier workshop de la journée. Qui est responsable, qui pourrait être responsable, qui ne pourrait plus l'être, l'objectif étant d'éviter, d'anticiper toute future catastrophe écologique. Je vais rapidement passer la parole à nos différents intervenants. D'abord, Madame Lepage, qu'on ne présente plus, notamment par rapport à l'affaire Erika et toute affaire ayant trait au transport maritime. Madame Lepage. Rebonjour. Alors, la question de la responsabilité en matière de pollution marine est une question bien entendu juridique, mais peut-être avant même que ce soit une question juridique, je dirais qu'il y a une question de responsabilité globale qui se pose. À plusieurs reprises, les intervenants de cet après-midi nous ont dit que le risque zéro n'existe pas. C'est une formule que l'on retrouve souvent dans la bouche de ceux qui décident de faire courir des risques aux autres sans leur en demander leur avis préalablement. Mais en dehors de cela, je n'ai pour ma part jamais entendu quiconque, y compris l'écologiste le plus extrême, qui revendiquerait un risque zéro. C'est contraire à la vie. Bon. Ceci étant, faut-il accepter de courir n'importe quel risque? Je veux dire par là, par définition, il y a des activités dont on sait que si on y recourt, les risques sont tellement considérables que non pas la probabilité, mais la potentialité même d'un risque pose problème. Typiquement, le cas du nucléaire, qui n'est pas celui qui nous occupe ici, est-ce que, même s'il est plus qu'improbable qu'il y ait une catastrophe nucléaire, malheureusement on a vu que ce n'était pas tout à fait improbable, est-ce que c'est un risque qui mérite d'être couru? Je pense qu'aujourd'hui, sur un certain nombre d'activités qui se déroulent en mer, c'est une question qui doit être posée a priori. D'exploitation gazière ou pétrolière dans des zones, par exemple, extrêmement fragiles, même s'il y a des réserves énormes, est-ce que c'est un risque qui peut être couru? Et dans l'affirmatif, qui en porte la responsabilité? Est-ce que c'est seulement l'exploitant ou est-ce qu'au-delà, c'est ceux, parce que ce n'est pas une personne, qui ont décidé de prendre le risque que l'accident puisse se produire, indépendamment de toutes les mesures de prévention qu'on peut prendre? Je voulais juste rappeler ça parce que cela me semble important avant de ramener mon propos de manière plus précise sur des responsabilités juridiques. Alors, sur les responsabilités juridiques elles-mêmes, je pense qu'il faut partir de l'idée assez simple que c'est toute personne qui a concouru à l'accident, dès lors qu'elle a commis une faute, qui doit pouvoir être poursuivie. Autrement dit, j'attache pour ma part une très grande importance à ce que tous les agents économiques soient mis sur un pied d'égalité et qu'il n'y ait pas de responsabilité a priori de tel ou tel.
Or, évidemment, ce n'est pas sur cette base-là qu'est organisé le système de la responsabilité, au moins civile, laissons de côté pour le moment la responsabilité pénale, en matière de pollution de mer par hydrocarbures, puisque vous avez une focalisation de la responsabilité sur le propriétaire du navire, qui limite sa responsabilité en constituant un fonds minime au demeurant, et qui ensuite ne peut plus voir sa responsabilité engagée, sauf s'il a intentionnellement commis la faute. Puis ensuite, vous avez les affréteurs, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, donc je ne vais peut-être pas revenir sur ce point, mais tous les agents qui ont travaillé pour les uns ou pour les autres, agents au sens physique comme au sens moral du terme. Ce qui veut dire que vous avez en fait une exclusion de responsabilité civile d'une très grande catégorie d'acteurs. Pourquoi est-ce que cela pose problème ? Bien, à mon sens, cela pose problème parce que, et je reviens sur mon propos de ce matin, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait un intérêt à la sécurité, un intérêt de tous à l'observation rigoureuse des mesures de prévention. D'abord parce que c'est dans l'intérêt de ceux qui font de la qualité qui effectivement ont ce comportement-là, et ensuite parce que c'est le meilleur moyen, effectivement, d'aller vers des choix qui sont des choix vertueux, c'est-à-dire qui ne prennent pas délibérément des risques. Or, dans la mesure où vous avez des catégories d'acteurs qui, a priori, voient leur responsabilité exonérée, ben vous n'avez plus cette pression en faveur du choix le plus sécure. Donc je pense qu'il est très important qu'il n'y ait aucune exonération possible a priori des acteurs et que tous les acteurs économiques soient mis sur un pied d'égalité. Alors vous allez me dire que ce que je suis en train de dire remet en cause, d'une certaine manière, les fondements du FIPOL, puisque le FIPOL est la contrepartie de l'exonération de la responsabilité des propriétaires et affréteurs de navires. Que l'on imagine un régime de responsabilité allégé parce qu'il y a de toute façon la participation au FIPOL, on peut en convenir, mais qu'il y ait de manière générale, en quelque sorte, une exclusion de responsabilité a priori, je pense que c'est extrêmement dommageable, et de ce que j'ai pu voir au cours de mon expérience professionnelle, et autres d'ailleurs, parlementaires aussi, je pense que ça ne va pas dans le sens de la prévention. La deuxième difficulté, c'est bien évidemment d'arriver à établir quels sont les responsables réels, c'est-à-dire ceux qui réellement prennent les décisions. Et je dirais que ce qui se passe actuellement dans le Prestige, ou la manière dont les choses se sont passées dans l'ERICA, mérite à cet égard beaucoup de soins dans l'examen. Parce que l'ERICA a démontré notamment que la manière dont étaient dans la vraie vie organisés les rapports contractuels entre fretteurs et affréteurs n'était pas si simple que cela. Car en réalité, c'était en tout cas vrai pour l'affaire de l'ERICA, le fretteur était une société de complaisance constituée de deux individus qui n'avaient à peu près autant de connaissances du droit de la mer que moi j'en ai du droit canonique, et qui avaient monté une petite société en Suisse sous un régime extrêmement favorable. Et c'était ça la société de fretteurs qui en réalité cachait bien entendu le propriétaire, le gestionnaire du navire. Et puis de l'autre côté, vous aviez la société domiciliée aux Bahamas, appartenant à Total, qui en fait n'existait pas et qui n'était que le faux-nez de la société Total Mer, dont le trading se trouvait à Londres. Donc ce sont des mécanismes dont la justification est d'ordre fiscal ou d'ordre de facilité de droit, ce que l'on peut tout à fait comprendre, mais le fait est que cela rend très difficile la recherche et l'établissement des responsabilités. Et donc je pense qu'il est très important d'arriver à progresser et de faire en sorte que les procès établissent la réalité
des responsables et non pas l'apparence des responsables. Je pense que c'est essentiel pour arriver réellement à une prévention. Et puis, le dernier point, et j'en aurai fini pour lancer le débat sur les questions de responsabilité dans ce domaine, je pense que la responsabilité doit être illimitée, ce qui couvre la totalité des préjudices. Et il faut évidemment lier la question de la responsabilité et la question de l'étendue de la réparation, parce que ce sont deux sujets qui sont vraiment tout à fait liés, et que le sens de la responsabilité est d'autant accru que le risque financier est plus important, c'est-à-dire que l'étendue de la réparation potentielle est plus importante. Et le système, à cet égard, qui a été mis en place aux États-Unis, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé depuis ce matin, est un système, effectivement, qui a montré son efficacité depuis 20 ans. Je ne parle pas du Golfe du Mexique et des plateformes pétrolières, qui est un autre système juridique, mais enfin, en ce qui concerne les bateaux, depuis l'Exxon Valdez, les États-Unis n'ont pas eu à se plaindre d'une catastrophe maritime de quelque nature que ce soit. Voilà, je pense que ce sont des sujets qui sont tout à fait liés et qui tous vont dans le même sens. C'est comment est-ce qu'on rend réel et non pas virtuel le principe pollueur-payeur, parce que c'est ce principe-là qui est le meilleur système de prévention que l'on puisse imaginer. Merci Madame Lepage pour ces propos très clairs. Canalisation, responsabilité limitée. Illimitée, ça concerne souvent les armateurs.